Je m'appelle Léocadie et j'ai 28 ans. Le dîner de Noël a toujours été une performance théâtrale chez les Valois, mais cette année, le rideau est tombé plus brutalement que prévu. Ma mère, Hermine, s'est levée, son verre de cristal baccarat à la main, captant la lumière du lustre comme elle captait l'attention de la pièce, par la force et l'artifice. Elle a souri, de ce sourire carnassier qu'elle réserve aux grandes occasions, et a annoncé d'une voix qui se voulait douce mais qui coupait comme du verre brisé: « Je voudrais porter un toast. » À notre plus grand regret, ma fille de 28 ans, qui ne peut toujours pas se payer un loyer et qui vit comme un parasite dans notre grenier. La salle n'a pas seulement ri. Les invités, un mélange toxique de parents éloignés et de partenaires d'affaires que mon père essayait d'impressionner, ont applaudi. Ils ont applaudi comme si elle venait de raconter la blague du siècle. Ma mère a incliné la tête, savourant l'humiliation publique qu'elle m'infligeait, puis elle a ajouté, pour être sûre que le coup de poignard atteigne l'os: « Honnêtement, quel gâchis d'argent. Nous aurions dû nous arrêter à 2 enfants. » Heureusement qu'Olympe est là pour sauver l'honneur de la famille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas regardé autour de moi pour voir qui appréciait le plus ce spectacle grotesque. J'ai continué à manger ma dinde, lentement, méthodiquement, parce que je refusais de leur donner la réaction hystérique qu'ils attendaient. Avant de vous raconter comment j'ai effacé ce sourire suffisant de leur visage et pourquoi ils m'ont harcelé avec 94 appels en absence 2 semaines plus tard, j'ai une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette vengeance glaciale. Et dites-moi en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir que mes histoires traversent les frontières. Revenons à cette table maudite. Quand mon assiette a été parfaitement propre, j'ai plié ma serviette en lin avec une précision chirurgicale. Je me suis levée, j'ai pris mon manteau qui reposait sur le dossier de ma chaise, et j'ai enfin regardé toute la tablée. Mon père, Hippolyte, évitait mon regard, fixant son vin comme si la réponse à sa lâcheté s'y trouvait. Ma sœur, Olympe, ricanait derrière sa main manucurée, chuchotant quelque chose à l'oreille de son petit ami du mois. J'ai dit, d'une voix calme, assez basse pour obliger tout le monde à se taire pour m'entendre: « Au nouvel an, vous me supplierez tous à genoux. » Cela les a fait rire encore plus fort. Quelqu'un a imité mon ton sérieux. Olympe a lancé: « Oh, la reine du drame nous fait une scène. Tu vas faire quoi? Nous lancer tes vieux bouquins à la figure? » Ma mère a levé son verre une nouvelle fois, comme si elle avait gagné une guerre invisible. « Allez, file dans ta chambre, Léocadie. On t'apportera les restes. » Je suis sortie dans la nuit froide de Saint-Cloud. L'air était glacial, mais ma colère était plus froide encore. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que je vivais dans le grenier parce que j'étais une ratée. Ils ne savaient pas que le dossier que je gardais dans mon coffre-fort contenait une vérité qui allait faire imploser leur petit monde doré. Ce soir-là, je ne suis pas montée au grenier. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé vers Paris, vers mon véritable appartement, celui qu'ils ne connaissaient pas, laissant derrière moi le manoir et ses occupants ivres de leur propre arrogance. Ils célébraient leur victoire, sans savoir qu'ils venaient de signer leur arrêt de mort sociale. La route était floue, non pas à cause des larmes, mais à cause de la concentration intense qui s'emparait de moi. J'avais passé 3 ans à attendre. 3 ans à subir leur pique, leur mépris, leur condescendance. 3 ans à jouer le rôle de la fille effacée, la restauratrice de livres anciens poussiéreuse, l'ombre de la brillante Olympe. Pourquoi? Parce que j'avais fait une promesse. Une promesse à la seule personne dans cette famille qui m'avait aimée pour ce que j'étais, et non pour l'image que je renvoyais. J'ai garé ma voiture devant mon immeuble dans le 11e arrondissement. Loin du faste froid de Saint-Cloud, c'était un quartier vivant, réel. J'ai sorti mon téléphone. Il vibrait déjà de notifications. Olympe avait posté une story Instagram, le dîner de Noël gâché par la jalousie de ma sœur. #famille toxique, #drama. J'ai souri. Un sourire sans joie. Profite de tes likes, Olympe. Bientôt, tu auras besoin de bien plus que des cœurs virtuels pour survivre. J'ai composé le numéro de Maître Tancrède. Il était tard, c'était Noël, mais il décrocha à la 2e sonnerie. Léocadie, sa voix était grave, rassurante. C'est fait, dis-je simplement. Ils ont franchi la ligne. Activez la clause 13. Il y eut un silence au bout du fil, puis un soupirement qui ressemblait à du soulagement. Enfin. Je prépare les papiers pour le 31 décembre. Joyeux Noël, Léocadie. Joyeux Noël, maître.
J'ai raccroché. La guerre était déclarée. Pour comprendre pourquoi ma propre mère me traitait comme une étrangère indésirable, il faut remonter 3 ans en arrière. C'était l'époque où ma grand-mère, maman Simone, la véritable matriarche de la famille, se mourait d'un cancer. Maman Simone n'était pas comme sa fille Hermine. Elle n'aimait pas le bling-bling, elle n'aimait pas les apparences. Elle aimait l'histoire, la culture, et par-dessus tout, elle aimait l'authenticité. Pendant les 6 derniers mois de sa vie, la maison était devenue un hospice silencieux. Hermine et Olympe passaient en coup de vent, juste assez longtemps pour prendre une photo tenant la main fripée de grand-mère pour leurs réseaux sociaux, avec des légendes larmoyantes sur l'amour familial. Mais dès que la caméra était coupée, elle se plaignait de l'odeur des médicaments, de la tristesse de l'ambiance, et demandait aux infirmières quand cela allait finir. Elle ne parlait pas de sa souffrance, elle parlait de leur impatience de toucher l'héritage. J'étais celle qui restait. J'étais celle qui dormait sur le fauteuil inconfortable à côté de son lit. J'étais celle qui lui lisait du Proust quand ses yeux étaient trop fatigués pour voir. Je ne le faisais pas pour l'argent. Je le faisais parce qu'elle était la seule personne qui ne m'avait jamais regardé comme un problème à résoudre. Une nuit, alors que la pluie battait contre les vitres du manoir, elle m'a fait signe d'approcher. Sa voix n'était plus qu'un murmure, mais ses yeux brillaient d'une lucidité terrifiante. Elles attendent ma mort comme on attend l'ouverture des soldes, avait-elle soufflé. Je n'avais pas su quoi répondre. Je savais que c'était vrai. Je ne veux pas que cette maison, l'œuvre de toute la vie de ton grand-père, devienne leur carte de crédit. Le lendemain, maître Tancrède est venu. Pas dans le salon officiel, mais dans la chambre, discrètement. C'est là que le piège a été tendu. Maman Simone m'a légué la totalité de son patrimoine, le manoir de Saint-Cloud, les investissements, et sa collection de livres rares. Mais elle connaissait sa fille. Elle savait qu'Hermine jouerait la victime si on la déshéritait brutalement. Alors, elle a ajouté la clause 13. Une clause de mise à l'épreuve. Le testament stipulait que la propriété me revenait légalement et immédiatement à son décès, mais que je devais garder le secret absolu pendant 3 ans. Durant cette période, mes parents et ma sœur avaient le droit d'usage de la maison à titre gratuit. C'était leur chance. S'ils me traitaient avec respect, s'ils montraient qu'ils avaient changé, je pouvais choisir de partager ou de continuer à les héberger indéfiniment. Mais s'ils continuaient leurs abus, s'ils prouvaient qu'ils n'étaient motivés que par la cupidité et la méchanceté, j'avais le pouvoir absolu de révoquer leur droit d'habitation à tout moment après la période probatoire, ou immédiatement en cas de manque de respect flagrant ou préjudice moral. J'ai passé 3 ans à vivre une double vie. Le jour, j'étais Léocadie, la restauratrice de livres anciens reconnue dans le milieu des collectionneurs parisiens, gagnant très bien ma vie, possédant mon propre appartement et mes investissements. Le soir et les week-ends, je retournais au manoir, je montais dans ma petite chambre sous les toits, et je devenais Léocadie la ratée, celle qui bricolait avec de la colle, celle que sa famille tolérait par charité chrétienne. Pourquoi ai-je enduré ça? Par respect pour maman Simone. Je voulais leur donner une chance, une vraie chance, comme elle me l'avait demandé. Je voulais avoir tort. Je voulais croire que, quelque part sous les couches de narcissisme d'Hermine et l'égoïsme d'Hippolyte, il y avait de l'amour parental. Mais le toast de Noël avait brisé mes dernières illusions. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait que du mépris. Ils ne me voyaient pas comme une fille, mais comme un échec qui ternissait leur image parfaite. De retour dans mon appartement, j'ai ouvert mon coffre-fort. J'ai sorti l'acte de propriété, le testament, et les relevés bancaires prouvant que je payais secrètement la taxe foncière et les grosses réparations depuis 3 ans, via une société écran gérée par maître Tancrède. Hermine pensait que c'était l'argent de l'héritage bloqué qui payait tout ça. Elle n'avait jamais cherché à comprendre les détails, trop occupée à dépenser le peu de liquidité que maman Simone lui avait laissé directement. J'ai caressé le cuir du dossier. C'était une arme. Froide, bureaucratique et mortelle. Demain, je retournerai là-bas pour récupérer mes outils de travail les plus précieux. Et je savais que ce ne serait pas une visite de courtoisie. 2 jours après Noël, le 27 décembre, je suis retournée au manoir. Je n'avais pas prévenu de ma venue. J'avais encore mes clés, bien sûr. En entrant dans le hall en marbre, j'ai été accueillie par le silence. Pas le silence paisible d'une maison heureuse, mais le silence lourd d'un endroit où l'on marche sur des œufs. Je suis montée directement vers le grenier, mon sanctuaire, ou du moins ce qu'il en restait. En approchant de la porte, j'ai entendu des voix. Des rires. Et ce son particulier, strident et artificiel, que fait Olympe quand elle parle à ses followers.
La porte de ma chambre était grande ouverte. Je me suis figée sur le seuil. Ma chambre n'était plus ma chambre. C'était un champ de bataille. Mes draps étaient arrachés du lit. Mes vêtements étaient entassés dans des sacs poubelles noirs jetés dans le couloir comme des ordures. Mais le pire, c'était mon bureau. Mon établi de restauration. Olympe était là, tenant son téléphone à bout de bras, une lumière circulaire, ring light, installée en plein milieu de la pièce. Coucou mes chéris. Regardez, on transforme enfin cet espace glauque en un studio digne de ce nom. On va avoir une lumière de dingue pour les tutos make-up. Elle a donné un coup de pied nonchalant dans une boîte en carton. Une boîte marquée fragile. J'ai entendu le bruit esséurant de quelque chose qui craque. Ma mère, Hermine, était assise sur une chaise, feuilletant un magazine, supervisant le carnage comme un général victorieux. « Tu es là », a-t-elle dit sans lever les yeux, comme si j'étais la femme de ménage en retard. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ma voix tremblait, non de peur, mais d'une rage que je peinais à contenir. Hermine a soupiré, fermant son magazine. On optimise l'espace. Olympe a besoin de cette pièce. Sa carrière d'école, elle a besoin d'un cadre professionnel. Toi, avec tes petits bricolages, tu peux très bien faire ça dans la remise du jardin. Ou sur le canapé du salon, quand on ne reçoit pas, Olympe a tourné sa caméra vers moi, sans couper son live. Oh regardez, la sœur grincheuse est de retour. Dis bonjour à mes 50 000 abonnés, Léo. J'ai regardé la boîte qu'elle avait frappée. Je me suis avancée et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une reliure du XVIIIe siècle sur laquelle je travaillais depuis 6 mois. Le cuir était éraflé, la coiffe était tordue. C'était un travail de précision, ruiné en une seconde par la vanité d'une fille qui ne savait rien créer, seulement consommer. C'est une propriété privée, ai-je dit, sentant mon sang battre dans mes tempes. Ce sont mes affaires. Vous n'avez aucun droit de toucher à ça. Hermine s'est levée, s'approchant de moi jusqu'à envahir mon espace vital. Elle sentait le Chanel numéro 5 et le mépris. Ta propriété? Elle a ri, un son sec. Tout ici est à moi. Cette maison est à moi. Tu vis ici parce que je le permets. Tu existes ici parce que je le tolère. Ne commence pas à jouer les propriétaires terriens avec moi, ma fille. Si tu n'es pas contente, tu sais où est la porte. Elle a pointé son doigt manucuré vers le couloir. Dégage tes cartons d'ici avant ce soir. Sinon, j'appelle les éboueurs. C'était le moment. Le moment exact où le dernier fil de pitié a cassé. J'ai regardé Olympe, qui ricanait en lisant les commentaires de ses fans qui se moquaient de ma tenue, de ma colère, de mon existence. J'ai regardé Hermine, qui se rengorgeait de sa propre cruauté. J'ai pris une grande inspiration. D'accord, ai-je dit. Hermine a souri, satisfaite de ma soumission apparente. Mais rappelez-vous de ce moment, ai-je ajouté, en ramassant la boîte contenant le livre abîmé. Rappelez-vous que je vous ai demandé d'arrêter. Rappelez-vous que vous avez choisi la guerre. Je me suis retournée et je suis partie, laissant derrière moi mes vêtements dans des sacs poubelles. Je n'en avais pas besoin. J'avais de quoi m'en acheter des milliers d'autres. Ce que je venais de récupérer, c'était la certitude morale que je faisais la bonne chose. Maintenant, je vous pose la question. Soyez honnête avec moi dans les commentaires. Si vous étiez à ma place, avec le pouvoir légal de tout arrêter, auriez-vous donné une dernière chance à votre mère? Ou auriez-vous fait exactement ce que je m'apprêtais à faire? Dites-le moi, je lis tout. Je suis sortie du manoir, j'ai appelé maître Tancrède. Envoyez l'huissier, ai-je ordonné. Et maître? Ne soyez pas doux. Le 31 décembre est censé être une journée de fête, de champagne et de résolution. Pour ma famille, ce fut le jour où le ciel leur est tombé sur la tête. Je n'étais pas là physiquement pour voir la scène, mais le rapport détaillé de l'huissier de justice était aussi savoureux qu'un roman. Il était 10 heures du matin. Hermine et Olympe dormaient encore, se remettant probablement d'une pré-soirée arrosée. Mon père, Hippolyte, lisait son journal dans le salon. Quand la sonnette a retenti, il s'attendait probablement à une livraison de fleurs ou de cadeaux de dernière minute. À la place, ils ont trouvé maître Renard, un huissier à la carrure imposante et au visage impassible, accompagné de 2 témoins et d'un serrurier qui attendait près de sa camionnette. Hippolyte a ouvert la porte, confus. « Monsieur Valois »
a demandé l'huissier. Oui. C'est pourquoi? Je suis mandaté par la propriétaire de ces lieux pour vous signifier la fin de votre hébergement à titre gratuit et vous remettre une sommation de quitter les lieux sous 48 heures pour cause de travaux urgents et de reprise de possession. Hippolyte a cligné des yeux, incapable de traiter l'information. La propriétaire? Mais, ma femme est la propriétaire. Non, monsieur. La propriétaire est mademoiselle Léocadie Valois. Voici l'acte de propriété et le testament de madame Simone Valois. C'est à ce moment-là qu'Hermine est descendue, enveloppée dans une robe de chambre en soie, attirée par les voix. Qu'est-ce que c'est que ce tapage, a-t-elle aboyé. L'huissier lui a tendu le document. Hermine l'a saisi, l'a parcouru des yeux, et son visage est passé du rouge colère à un blanc cireux. C'est faux. C'est une blague. Léocadie? Cette petite ingrate? Elle n'a rien. Elle ne possède rien. Elle a froissé le papier et l'a jeté au visage de l'huissier. Sortez de chez moi. Je vais appeler la police, a-t-elle hurlé. L'huissier n'a pas bougé d'un millimètre. Il a ramassé le document calmement. Madame, je vous déconseille d'aggraver votre cas. Vous occupez ce bien par la tolérance de votre fille depuis 3 ans. Cette tolérance est révoquée. Vous avez jusqu'au 2 janvier midi pour libérer les lieux. Passé ce délai, une procédure d'expulsion forcée sera lancée, et les frais seront à votre charge. Il leur a remis une copie des clés du nouveau jeu de serrure que le serrurier allait installer sur le portail extérieur pour empêcher tout déménagement furtif de meubles de valeur appartenant à la succession. Bonne journée, et bonne année, a conclu l'huissier avant de tourner les talons. C'est là que mon téléphone a commencé à s'illuminer. J'étais dans mon appartement parisien, un thé à la main, regardant la tour Eiffel au loin. Mon écran affichait maman. Je n'ai pas répondu. Puis papa. Puis Olympe. Puis maman encore. En l'espace d'une heure, j'avais 40 appels en absence. Puis 60. Puis 94. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. J'en ai écouté quelques-uns, juste pour jauger la température. Le premier d'Hermine était furieux, espèce de petite garce manipulatrice. Comment as-tu osé falsifier des papiers? Je vais te traîner en justice. Rappelle-moi tout de suite. Le suivant, 10 minutes plus tard, était paniqué. Léocadie, chérie, c'est un malentendu, n'est-ce pas? C'était une blague pour Noël? Ce n'est pas drôle. Papa fait de l'hypertension. Arrête ça. Le troisième d'Olympe était venimeux. T'es vraiment une malade mentale. Tu crois qu'on va te laisser nous voler notre maison? Tout le monde saura qui tu es vraiment. Je vais te détruire sur les réseaux. Je n'ai répondu à rien. J'ai appliqué ce que mon thérapeute et mon avocat appelaient la méthode du grès roc, la pierre grise. Devenir aussi inintéressant et impassible qu'un caillou. Ne donner aucune prise émotionnelle. Mais je savais que le silence ne suffirait pas. Ils n'allaient pas partir gentiment. Ils allaient se battre avec la férocité des animaux acculés. Ils allaient utiliser la culpabilité, la menace et le mensonge. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais prévu leur réaction. Et j'avais une longueur d'avance. Les jours suivants ont été une étude fascinante de la psychologie humaine face à la perte de contrôle. N'ayant aucune réponse de ma part par téléphone, ma famille a décidé de passer à l'offensive physique. Ils ne pouvaient pas accepter que la dynamique de pouvoir s'était inversée. Dans leur esprit, j'étais toujours la petite fille effrayée dans le grenier. Le 4 janvier, je travaillais à mon atelier. C'est un espace magnifique dans le Marais, avec de grandes vitrines donnant sur une cour intérieure pavée. Je restaurais une première édition de Victor Hugo pour un client important. L'ambiance était feutrée, studieuse. Soudain, la porte s'est ouverte avec violence. La clochette d'entrée a tinté frénétiquement. Hermine et Olympe ont fait irruption. Ma mère portait un manteau de fourrure, probablement faux ou acheté à crédit, et des lunettes noires. Olympe tenait son téléphone à la main, filmant déjà. Elle est là, a crié Olympe. La voleuse d'héritage. Mes 2 assistants ont levé la tête, choqués. Lazare, mon gestionnaire et bras droit, un homme immense au calme olympien, s'est interposé. Mesdames, je peux vous aider, a-t-il demandé de sa voix de baryton. Poussez-vous, a craché Hermine.
Elle m'a vue au fond de l'atelier. Elle a foncé vers moi, renversant presque un présentoir de gravures anciennes. « Tu te caches ici ?» a-t-elle hurlé. « Tu envoies des hommes de main nous menacer chez nous et tu te caches ici ?» Je me suis levée lentement, retirant mes gants de coton blanc. J'ai regardé Olympe qui braquait son objectif sur mon visage. « Tu es en direct, Olympe ?» ai-je demandé calmement. « Ouais, je suis en direct. Tout le monde doit savoir que tu as abusé de grand-mère quand elle était sénile pour lui faire signer des papiers. » Les commentaires défilaient sur son écran. Des insultes, des émojis en colère. J'ai regardé ma mère. « Vous faites un scandale dans mon lieu de travail. C'est une propriété privée. » « Ton lieu de travail ?» Hermine a ricané, balayant la pièce du regard. « Cet endroit ? Tu ne pourrais même pas payer le loyer d'un placard ici. Qui te finance ? Quel vieil homme as-tu séduit pour payer tout ça ? » C'était l'insulte de trop. Mais au lieu de m'énerver, j'ai senti une froide détermination m'envahir. « Lazare » ai-je dit doucement. Il a hoché la tête. Il a sorti une télécommande de sa poche et a appuyé sur un bouton. Les stores métalliques de la vitrine ont commencé à descendre doucement, nous isolant de la rue. Puis il s'est tourné vers Hermine. « Madame, je suis le gestionnaire de Mademoiselle Valois. Cet atelier lui appartient. L'immeuble entier lui appartient. Tout comme la maison de Saint-Cloud. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. La bouche d'Hermine s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Olympe a baissé son téléphone, l'air hagard. « Quoi ? A couiné ma sœur. Vous avez entendu, a continué Lazare. Et vous êtes actuellement en train de commettre une violation de domicile et du harcèlement. Nous avons les caméras de sécurité. » Il a pointé du doigt les dômes noirs au plafond. « Si vous ne sortez pas dans les 30 secondes, j'appelle la police et je remets les enregistrements à l'avocat de mademoiselle. Y compris la vidéo où vous accusez publiquement et faussement ma cliente de manipulation, ce qui constitue une diffamation. » Hermine a regardé autour d'elle, comme si elle voyait l'atelier pour la première fois. Elle voyait le luxe discret, la qualité des livres, le respect de mes employés. Elle voyait, pour la première fois, que sa fille ratée avait réussi bien au-delà de ses propres rêves mesquins. Et elle a détesté ça. Son visage s'est tordu de haine. « Tu penses que c'est fini ?» a-t-elle sifflé. « On ne partira pas. On a des droits. C'est l'hiver. Tu ne peux pas nous mettre dehors. On va te pourrir la vie jusqu'à ce que tu regrettes d'être né. » Elle a attrapé le bras d'Olympe. « Viens. On va voir un avocat. Un vrai. » Elles sont sorties en claquant la porte, faisant trembler les vitres. Lazare m'a regardé, inquiet. « Ça va, Léocadie ?» J'ai remis mes gants. Mes mains ne tremblaient pas, ça va, Lazare. Elles viennent de me donner exactement ce dont j'avais besoin, la preuve qu'elles sont dangereuses. Mais je savais que leur menace n'était pas en l'air. L'hiver. La trêve hivernale. C'était leur seul atout, et elles allaient l'utiliser pour transformer ma maison en ruine avant de partir. Elles avaient raison sur un point, la loi française est protectrice. Très protectrice. Quelques jours après l'incident à l'atelier, j'ai reçu une notification officielle. Mes parents avaient engagé un avocat, un certain maître Vautour, connu pour ses méthodes douteuses, et ils contre-attaquaient. Leur stratégie était double et diabolique. Premièrement, ils contestaient la validité du testament, alléguant un abus de faiblesse. Ils prétendaient que j'avais isolé ma grand-mère, profité de sa sénilité et de ses médicaments pour lui faire signer un document qu'elle ne comprenait pas. C'était un mensonge abject, mais une enquête pourrait prendre des mois, voire des années, gelant ainsi la succession. Deuxièmement, et c'était le plus immédiat, ils invoquaient la trêve hivernale. En France, on ne peut pas expulser des locataires ou occupants de fait entre le 1er novembre et le 31 mars. Nous étions début janvier. Cela signifiait qu'ils avaient encore 3 mois garantis dans la maison. 3 mois pour tout détruire. Maître Tancrède m'a appelé, la voix tendue. Ils ont obtenu une audience en référé pour suspendre l'expulsion. Le juge va probablement leur accorder le maintien dans les lieux jusqu'au printemps au nom de l'humanité. J'ai serré mon téléphone. Humanité ? Ils n'ont aucune humanité. Ils vont saccager la maison, maître. Je le sais. Je sais, Léocadie.
Mais sans preuve de danger imminent ou de dégradation volontaire, nous sommes bloqués. La loi est la loi. J'ai raccroché, sentant un poids énorme sur ma poitrine. Ils allaient gagner du temps. Et pendant ce temps, ils allaient piller l'héritage de maman Simone. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Une chose que même Maître Tancrède ne savait pas encore totalement. Une semaine avant Noël, sentant la tension monter, j'avais fait installer un système de sécurité intérieure ultramoderne. Des caméras discrètes, connectées au cloud, avec enregistrement audio. Je les avais mises dans les couloirs, le salon, la bibliothèque et mon atelier au grenier. Je ne les avais jamais activées pour espionner leur vie privée, seulement pour protéger les biens en mon absence. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai hésité. C'était une intrusion. C'était voyeuriste. Mais c'était ma maison. Et ils étaient en guerre contre moi. J'ai tapé le mot de passe. Les flux vidéo sont apparus sur mon écran, une mosaïque de ma propre maison devenue territoire ennemi. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ils ne vivaient pas simplement là. Ils étaient en train de démanteler la maison. Dans le salon, Hermine et Olympe étaient en train d'emballer l'argenterie. Pas pour la déménager, mais pour la cacher. Je les entendais parler. On vendra ça au brocanteur de Saint-Ouen, disait Hermine. Elle ne saura jamais qu'il y avait 24 couverts. On dira qu'on les a perdus. Et les tableaux? Demandait Olympe. On prend les petits. Les grands sont trop voyants. Mais on peut accidentellement abîmer les cadres. Juste pour les merder. Mon cœur battait la chamade. C'était du vol. Du pillage organisé. Mais le pire était à venir. Je les ai vus monter au grenier. La caméra de mon ancien atelier s'est allumée. La pièce était déjà dévastée, mais elle cherchait autre chose. Olympe fouillait dans mes dossiers restants. Regarde ça, maman. Elle tenait une lettre. Une vieille lettre de maman Simone que je gardais précieusement. Hermine l'a prise, l'a lue et a ricané. Ma chère petite Léo, tu es la lumière de ma vie. PFF, vieille folle sentimentale. Puis, avec un geste lent et délibéré, elle a déchiré la lettre en deux. Puis en 4. Et elle a jeté les confettis en l'air. J'ai fermé les yeux, une larme de rage roulant sur ma joue. Ce n'était plus une question d'argent ou de mur. C'était une tentative d'effacement. Il voulait effacer l'amour que ma grand-mère avait pour moi. Il voulait effacer mon histoire. J'ai rouvert les yeux. J'ai appuyé sur le bouton enregistrer et exporter. Maître Tancrède avait dit qu'il fallait une preuve de dégradation volontaire pour briser la trêve hivernale. Il venait de me la donner. Mais je ne savais pas encore que la nuit suivante, ils allaient aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ils allaient commettre l'irréparable, et je serais aux premières loges pour le voir, impuissante derrière mon écran. La nuit du 10 janvier restera gravée dans ma mémoire comme la nuit des longs couteaux. Il était 2 heures du matin quand mon téléphone a émis une alerte stridente. Mouvement détecté, bibliothèque. J'étais éveillée, incapable de dormir, hantée par les images de la veille. J'ai ouvert l'application. La bibliothèque était le cœur de la maison. C'était le sanctuaire de mon grand-père, préservé par ma grand-mère, et c'était l'endroit que je chérissais le plus. Les murs étaient tapissés de boiseries en chêne et de milliers de livres. Sur l'écran noir et blanc de la vision nocturne, j'ai vu 3 silhouettes. Hippolyte, Hermine et Olympe. Ils avaient des bouteilles de vin à la main. Ils étaient ivres d'alcool et de haine. Elle veut sa maison, hurlait Hermine, sa voix déformée par le micro de la caméra mais parfaitement audible. Elle l'aura. Mais elle aura une coquille vide. Elle a pris un verre de vin rouge et l'a aspergé sur le tapis persan du 19e siècle. Une tache sombre s'est étendue comme une blessure. Hippolyte riait bêtement. Bien joué, ma chérie. Un peu de décoration moderne. Olympe, elle, s'est dirigée vers les étagères. Elle a commencé à tirer des livres au hasard et à les jeter au sol. Le bruit sourd des couvertures qui heurtaient le parquet me donnait la nausée physique. Non. Elle chuchotait seule dans mon appartement. Pas les livres. S'il vous plaît, pas les livres. Comme si elle m'avait entendu et voulait me défier, Olympe a attrapé un volume particulier. Je l'ai reconnu immédiatement à sa taille.
C'était l'édition originale des Fables de La Fontaine, illustrée par Gustave Doré. Un trésor familial inestimable. C'est vieux, ça pue la poussière, a crié Olympe. Elle a ouvert le livre et a arraché une page. Le bruit du papier qui se déchire a résonné comme un coup de feu dans mes écouteurs. Elle a arraché une autre page. Puis une autre. Elle les jetait en l'air comme des confettis, riant comme une démente. Puis, Hermine a fait quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. Elle s'est dirigée vers la grande cheminée en pierre. Il y avait des braises mourantes dans l'âtre. Elle a ramassé une poignée de pages arrachées. Ça fera un bon petit feu pour nous réchauffer, n'est-ce pas? Elle les a jetées sur les braises. Le papier sec a pris feu instantanément. Plus de livres, plus d'héritage, chantonnait-elle. J'étais paralysée. Je regardais un crime en direct. Ce n'était pas seulement du vandalisme. C'était la destruction d'un patrimoine culturel. Soudain, Hippolyte a semblé avoir un éclair de lucidité ou de peur. Hermine, arrête. Si on brûle la maison, on ira en prison. Hermine s'est tournée vers lui, le visage tordu par les flammes qui dansaient dans la cheminée. Qu'elle prouve que c'est nous. On dira que c'est un accident. Une vieille cheminée mal entretenue. C'est la faute de la propriétaire qui n'a pas fait le ramonage. Elle a pris une autre pile de livres. Elle s'apprêtait à les jeter au feu. Je ne pouvais plus juste regarder. J'ai attrapé mon autre téléphone et j'ai composé le 17, police secours. Police, j'écoute. Je veux signaler un cambriolage en cours et une tentative d'incendie volontaire au 14 rue des Tilleuls à Saint-Cloud. Je suis la propriétaire. Je vois les intrus sur mes caméras. Ils sont en train de mettre le feu à la bibliothèque. Vous dites qu'ils mettent le feu? Êtes-vous sur place? Non, je suis à distance. Mais c'est une urgence absolue. Il y a des produits inflammables dans cette pièce. Faites vite, je vous en supplie. On envoie une patrouille immédiatement. J'ai raccroché, les mains tremblantes. J'ai continué à regarder l'écran. Hermine dansait presque devant le feu, alimentant les flammes avec l'histoire de notre famille. Chaque page qui brûlait était un morceau de mon âme qui partait en fumée. Mais c'était aussi la fin de ma pitié. En brûlant ces livres, ils avaient brûlé le dernier pont qui nous reliait. J'ai enregistré la séquence, j'ai fait une copie de sauvegarde sur 3 serveurs différents. Brûlez, ai-je murmuré. Brûlez tout ce que vous voulez ce soir. Parce que demain, c'est votre vie entière qui sera en cendres. Sur l'écran, j'ai vu des lumières bleues clignoter à travers les rideaux. La police était là. Le spectacle final allait commencer. L'arrivée de la police a été silencieuse au début, puis explosive. Sur mon écran, j'ai vu Hermine se figer, une page à moitié brûlée à la main, alors que des coups violents retentissaient contre la porte d'entrée. Ouvrez. Police. La panique a remplacé l'euphorie sur leur visage. Hippolyte a tenté d'éteindre le feu avec un coussin, ce qui n'a fait qu'envoyer des étincelles partout sur le tapis. Olympe a couru vers la fenêtre, cherchant une issue, mais il n'y en avait pas. J'ai entendu le bruit du bélier défonçant la porte d'entrée. Quelques secondes plus tard, 4 policiers en uniforme ont fait irruption dans la bibliothèque, armes au poing. Mains en l'air. Éloignez-vous du feu. Hermine a hurlé, ne me touchez pas. C'est ma maison. Je fais ce que je veux. Un policier l'a saisie par le bras et l'a plaquée contre la bibliothèque. Les livres qu'elle n'avait pas encore détruits tremblaient sur les étagères sous l'impact. Vous êtes en état d'arrestation pour destruction de biens et tentative d'incendie volontaire. J'ai regardé, hypnotisé, alors qu'on passait les menottes à ma propre mère. Elle se débattait comme une forcenée, crachant des insultes. Olympe pleurait, assise par terre, répétant en boucle « Je n'ai rien fait, c'est pas moi, c'est maman ». Elle vendait sa mère sans une seconde d'hésitation pour sauver sa peau. Hippolyte, lui, s'est laissé menotter sans résistance, la tête basse, un homme brisé par sa propre passivité. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai foncé vers Saint-Cloud. Quand je suis arrivé, les pompiers étaient déjà là, s'assurant que le feu était éteint. L'odeur de fumée âcre et de papier brûlé prenait à la gorge dès le portail. Le capitaine de police m'a accueilli. Il avait l'air choqué. Mademoiselle Valois ? Nous avons maîtrisé l'incendie.
Les dégâts sont importants. Mais la structure est sauve. Vos parents sont en garde à vue. Ce ne sont plus mes parents, ai-je répondu froidement. Ce sont les intrus que j'ai signalés. Je suis entré dans la bibliothèque. C'était un carnage. Le tapis était ruiné, noirci et trempé. Des dizaines de livres gisaient au sol, éventrés. L'édition de La Fontaine n'était plus qu'un tas de cendres et de cuir noirci dans l'âtre. J'ai senti une douleur physique dans ma poitrine, mais je ne me suis pas effondré. Maître Tancrède est arrivé 1 heure plus tard, son visage habituellement jovial transformé en masque de pierre. Ils ont fait sauter la trêve hivernale eux-mêmes, a-t-il dit en constatant les dégâts. Avec ça, le juge des référés n'aura aucune pitié. C'est du pénal, Léocadie. Il risque la prison ferme. Je veux qu'il paie, ai-je dit. Je veux qu'il paie pour chaque page, pour chaque fibre de tapis, pour chaque seconde de stress qu'ils m'ont infligé. Le lendemain matin, une audience de comparution immédiate a été fixée. La vidéo des caméras de sécurité était la pièce maîtresse. Dans le box des accusés, Hermine n'avait plus son manteau de fourrure ni son arrogance. Elle avait l'air vieillie, échevelée, ses vêtements de la veille tachés de suie et de vin. Quand elle m'a vu entrer dans la salle d'audience, elle a eu un sursaut. « Léocadie » a-t-elle crié avant que son avocat ne la fasse taire. « Dis-leur. Dis-leur que c'était un accident. Tu ne peux pas laisser ta mère aller en prison. » Je me suis assise au premier rang. J'ai croisé son regard. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardé avec une indifférence totale. L'avocat de la défense a tenté de plaider la détresse émotionnelle, le conflit familial qui a dérapé. Mais le procureur a diffusé la vidéo. Le son de la voix d'Hermine disant « Plus de livres, plus d'héritage » a résonné dans le silence glacial du tribunal. Le bruit des pages déchirées a fait grimacer le juge. Ce n'était pas un accident. C'était de la haine pure, cristallisée en action. Le juge a relevé ses lunettes et a regardé les 3 accusés avec un dégoût non dissimulé. Madame Valois, Monsieur Valois, Mademoiselle Valois. Ce que nous avons vu ici dépasse l'entendement. Vous n'avez pas seulement détruit des biens. Vous avez tenté d'effacer l'histoire et la culture par pur vindicte. C'est un comportement de barbare. Le verdict allait tomber, et je savais qu'il serait lourd. Mais je n'étais pas préparé à l'ampleur de la facture qu'ils allaient devoir régler. La justice, quand elle se réveille, peut être terriblement efficace. Le juge n'a pas tremblé. Sa voix était monotone, bureaucratique, ce qui rendait la sentence encore plus terrifiante pour ma famille habituée aux drames émotionnels. Ici, les larmes d'Olympe ne valaient rien face aux faits. Le tribunal vous reconnaît coupable de dégradation volontaire de biens privés en réunion et de mise en danger d'autrui par incendie. Hermine a poussé un petit cri étouffé. Compte tenu de la gravité des faits et de l'absence totale de remords manifestés dans les enregistrements vidéo, le tribunal prononce les peines suivantes. Pour Hermine, 12 mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve de 2 ans. Obligation de soins psychologiques. Pour Hippolyte et Olympe, 6 mois de prison avec sursis. Mais c'était la partie civile qui allait les achever. Maître Tancrède s'était levé pour présenter la facture. Il avait travaillé toute la nuit avec des experts pour évaluer les pertes. Monsieur le Président, avait-il commencé, les dégâts matériels sont considérables. Le tapis persan du XVIIe siècle, irrécupérable, valeur estimée 15 000 €. Les boiseries classées, 10 000 € de restauration. Mais le plus grave concerne les livres. L'édition originale détruite était unique. Valeur marchande, 45 000 €. Au total, avec les autres ouvrages vandalisés et le nettoyage industriel nécessaire, nous estimons le préjudice matériel à 145 000 €. Un murmure a parcouru la salle. Hermine a porté la main à sa poitrine. Elle n'avait pas cet argent. Elle vivait sur le capital de maman Simone qu'elle avait déjà largement entamé, et sur le crédit. De plus, a continué Tancrède, ma cliente demande un euro symbolique pour le préjudice moral. Elle ne cherche pas à s'enrichir sur le dos de sa famille, elle cherche justice. Le juge a validé l'ensemble des demandes. Les accusés sont condamnés solidairement à verser la somme de 145 000 € à mademoiselle Léocadie Valois. L'expulsion du domicile est ordonnée avec effet immédiat et sans délai, la trêve hivernale ne s'appliquant pas en cas de voie de fait et de dégradation du bâti.
Vous avez interdiction d'approcher la victime ou son domicile dans un rayon de 500 mètres. C'était fini. Le marteau a frappé. À la sortie de l'audience, libre mais condamné, ils m'ont attendu. Hermine tremblait de rage et de peur. Tu nous as ruinés, a-t-elle sifflé. Comment on va payer ça? Ils vont saisir nos comptes. C'est le principe, mère, ai-je répondu. Tu as brûlé mon héritage, je prends ce qu'il reste du tien pour le réparer. Olympe m'a regardé avec des yeux de haine pure. Tu es un monstre. Tu vas finir seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, ai-je rétorqué. Et au fait, Olympe, bonne chance pour ta carrière d'influenceuse. J'ai cru comprendre que la vidéo de ton arrestation circulait déjà sur Twitter. Elle a sorti son téléphone frénétiquement. En effet, un voisin avait filmé la scène de la nuit dernière. #influencé_arrested était en tendance. Les commentaires étaient impitoyables. Ses sponsors la lâchaient les uns après les autres en direct. Son empire de carton-pâte s'effondrait en temps réel. Je les ai laissés là, sur les marches du palais de justice. Ils devaient maintenant trouver où dormir. Ils n'avaient plus de maison, plus de prestige, et une dette colossale au-dessus de la tête. Moi, je suis retourné à Saint-Cloud. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser sortir l'odeur de fumée. J'ai appelé une entreprise de nettoyage. J'ai commencé à ramasser les livres un par un. Ceux qui pouvaient être sauvés ont été mis de côté pour être restaurés par mes soins. Ceux qui étaient trop abîmés ont été mis dans des boîtes, comme des reliques d'une guerre terminée. C'était une victoire, oui. Mais elle avait un goût de cendre. J'avais gagné ma liberté, mais j'avais perdu l'illusion que j'avais une famille. Cependant, il restait un dernier secret à découvrir. Un secret caché dans la paperasse administrative qui allait transformer leur défaite en anéantissement total. L'expulsion physique, bien que légale sur papier, a été un spectacle pitoyable. 2 jours après le procès, ils ont eu l'autorisation de venir récupérer leurs effets personnels sous surveillance policière. Je n'étais pas là. Je refusais de les voir. J'avais laissé Lazare superviser l'opération. Il m'a raconté plus tard. C'était la honte sociale absolue. Dans notre quartier huppé, tout se sait, tout se voit. Les voisins, ceux-là même qu'Hermine avait snobé pendant des années ou tenté d'impressionner avec des mensonges, étaient à leurs fenêtres. Ils regardaient les Valois charger des valises et des sacs Ikea dans une camionnette de location bon marché. Pas de déménageurs de luxe. Juste eux, suants, criant les uns sur les autres. Hermine a essayé de partir avec un tableau de maître. La police l'a arrêtée. Ça reste ici, madame. Ça fait partie de l'inventaire de la saisie conservatoire pour payer vos dettes. Elle a dû le reposer, sous les regards goguenards des policiers. Ils ont fini par partir. Ils ont trouvé refuge dans un petit appartement-hôtel miteux en banlieue nord, le seul endroit qui acceptait des gens avec des comptes bancaires gelés et un casier judiciaire tout frais. De la vie de château à 1 2 pièces avec kitchenette et néon clignotant. La chute était vertigineuse. Quand je suis rentrée dans la maison vide, j'ai ressenti un mélange étrange de vertige et de paix. L'air était plus léger. Les fantômes de leurs critiques, de leurs regards méprisants, semblaient s'évaporer. J'ai commencé les travaux. J'ai fait repeindre les murs, changeant les papiers peints baroques et étouffants d'hermine pour un blanc pur, minimaliste. J'ai transformé la salle à manger, celle-là même où le toast maudit avait été prononcé, en salle de lecture lumineuse. Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. 3 mois plus tard, alors que je triais le courrier réexpédié, car ils n'avaient même pas fait leur changement d'adresse correctement, j'ai trouvé une lettre recommandée d'une société de crédit à la consommation. Elle était adressée à Madame Léocadie Valois. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais jamais pris de crédit à la consommation. Je détestais les dettes. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était une mise en demeure pour un impayé de 50 000 €. Un prêt contracté 5 ans auparavant. J'ai lu les détails. La date, la signature. C'était ma signature. Ou plutôt, une imitation maladroite de ma signature. J'ai senti une bouffée de chaleur. J'ai fouillé dans ma mémoire. 5 ans plus tôt, j'avais essayé de louer mon premier appartement et on m'avait refusé pour dossier financier fragile, ce que je n'avais jamais compris car je travaillais déjà. J'ai appelé la société de crédit.
Après des heures de bataille administrative, ils m'ont envoyé la copie du dossier original. Les pièces justificatives. Le RIB était celui d'Olympe. L'adresse mail de contact était une vieille adresse d'Hermine. Elles avaient usurpé mon identité. Elles avaient utilisé mon nom, mon casier vierge, pour financer le train de vie d'Olympe, ses voyages, ses sacs à main, ses apparences, alors que j'étais censée être la ratée. La ratée finançait la star. C'était la pièce manquante du puzzle. C'était pour ça qu'elle me méprisait tant. Parce qu'elle savait qu'elle me volait. Le mépris était leur façon de justifier le vol. Elle ne mérite pas cet argent, nous si. J'avais le dossier en main. Je pouvais le déchirer, payer la dette, j'en avais les moyens maintenant, et tourner la page. Ou je pouvais aller au commissariat une dernière fois. J'ai regardé les murs blancs de ma maison libre. J'ai pensé à la grand-mère Simone. J'ai pris mes clés de voiture. Direction le commissariat. Déposer plainte contre sa propre sœur et sa mère pour usurpation d'identité et faux et usage de faux est une expérience surréaliste. Le policier qui a pris ma déposition me connaissait déjà, c'était le même qui était intervenu la nuit de l'incendie. Il a sifflé en voyant les documents. Elle ne s'arrête jamais, hein? C'est du pénal lourd, ça, mademoiselle. Surtout avec leur sursis en cours. Ça va révoquer le sursis. Elles vont aller en prison pour de vrai. J'ai hoché la tête. Je sais. Faites votre travail. L'enquête a été rapide. Les preuves étaient accablantes. L'argent avait transité directement sur le compte d'Olympe. Hermine avait contresigné en tant que garant en imitant la signature de mon père, qui, pour une fois, n'était peut-être pas au courant, ou préférait ne pas savoir. L'arrestation a eu lieu dans leur hôtel miteux. Olympe a essayé de fuir par l'escalier de secours mais a été cueillie en bas. Cette fois, pas de stories Instagram, pas de fans pour la défendre. Juste la réalité froide des menottes. Lors de l'interrogatoire, Olympe a craqué en 10 minutes. Elle a tout avoué, rejetant la faute sur Hermine qui lui aurait dit « Léocadie ne saura jamais, elle est trop bête pour vérifier ses comptes, et de toute façon c'est pour le bien de la famille. » Le bien de la famille. Cette phrase me hante encore. Pour elle, la famille était une entité dont j'étais la ressource, mais pas membre. J'étais le carburant qu'on brûle pour que la machine avance. Le procès pour fraude a eu lieu 6 mois plus tard. Cette fois, je n'y suis même pas allée. Maître Tancrède m'a représenté. Le verdict, 18 mois de prison ferme pour Hermine, révocation du sursis incluse. 12 mois ferme pour Olympe. Hippolyte a échappé à la prison mais a été condamné à une lourde amende pour complicité passive. Elles étaient derrière les barreaux. La reine-mère et la princesse partageaient des cellules de 9 mètres carrés, portant des uniformes gris, loin du luxe qu'elles avaient idolâtré toute leur vie. La nouvelle s'est répandue. Les amis qu'elles pensaient avoir les ont abandonnées instantanément. C'est ça, la haute société superficielle. Dès que vous sentez le scandale et la pauvreté, vous n'existez plus. J'ai continué ma vie. J'ai transformé le rez-de-chaussée du manoir en musée du livre et atelier de restauration ouvert au public. J'ai organisé des vernissages où venaient des gens passionnés, intelligents, bienveillants. J'ai rencontré des amis qui ne savaient rien de mon nom de famille ou de mon passé, et qui m'appréciaient pour mon travail. 1 an a passé. La maison avait changé d'âme. Elle ne sentait plus la cire de Parkerance et les secrets. Elle sentait le papier vieux, la colle d'amidon, le thé frais et les rires de mes employés. Je pensais que c'était fini. Que le chapitre était clos. Mais le passé a une façon insidieuse de venir gratter à la porte quand on s'y attend le moins. C'était un mardi pluvieux de novembre. J'étais dans le jardin, sous la verrière, en train d'examiner une carte géographique du XVIe siècle. L'interphone du grand portail a sonné. J'ai regardé l'écran vidéo. Une femme se tenait là. Elle était maigre, voûtée. Ses cheveux étaient gris et ternes, mal coupés. Elle portait un manteau trop grand pour elle. J'ai mis quelques secondes à la reconnaître. C'était Hermine. Elle venait de sortir de prison, libération anticipée pour bonne conduite, sans doute. Elle a levé les yeux vers la caméra. Elle savait que je la voyais. J'ai posé ma loupe. Mon cœur a eu un raté, un vieux réflexe de peur enfantine qui a ressurgi avant d'être écrasé par la femme adulte que j'étais devenue. J'ai appuyé sur le bouton du micro.
Qu'est-ce que vous voulez? Ma voix était neutre. Pas de colère, pas de joie. Juste un fait. Hermine a sursauté. Elle a serré son sac contre elle. Léocadie. Sa voix était cassée, rauque. Je n'ai nulle part où aller. Ton père est chez sa sœur en Bretagne, il ne veut plus me voir. Olympe est parti avec un type dès sa sortie. Je suis seule. Elle a levé une main tremblante vers la grille. C'est ma maison, Léo. J'ai grandi ici. J'ai élevé mes enfants ici. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis ta mère. Tu ne peux pas me laisser à la rue. Juste une chambre. Même la chambre de bonne. S'il te plaît. J'ai regardé cette femme. Celle qui m'avait traité de ratée. Celle qui avait brûlé les livres de sa propre mère. Celle qui avait volé mon identité. Celle qui m'avait souhaité de disparaître. Une partie de moi, la partie conditionnée par des années de culpabilité, a eu envie d'ouvrir. C'est ma mère, après tout. N'est-ce pas le devoir d'un enfant de pardonner? Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu la paix que j'avais construite. J'ai vu mes employés qui travaillaient sereinement. J'ai vu les livres sauvés. Si j'ouvrais cette porte, je laissais entrer le chaos. Le poison. Hermine ne changerait jamais. Elle était là parce qu'elle avait faim et froid, pas parce qu'elle m'aimait. Dès qu'elle aurait repris des forces, elle recommencerait à critiquer, à manipuler, à détruire. J'ai pensé au toast de Noël. À mon plus grand regret. J'ai pris une profonde inspiration. Vous avez raison, Hermine. Vous avez élevé des enfants ici. Et vous avez dit devant tout le monde que vous regrettiez m'avoir eu. Je ne pensais pas ça, c'était l'alcool, a-t-elle pleurniché. Non, c'était la vérité. Et voici la mienne, cette maison est un lieu de préservation. Je restaure ce qui a de la valeur. Notre relation n'en a aucune. Elle est trop abîmée pour être sauvée. Tu vas me laisser mourir dehors? A-t-elle crié, retrouvant une étincelle de sa vieille agressivité manipulatrice. Je vais vous laisser vivre les conséquences de vos actes. Il y a des foyers d'hébergement en ville. L'adresse est sur Internet. Adieu, mère. J'ai coupé le micro. J'ai éteint l'écran. J'ai vu sa silhouette rester là quelques minutes, puis elle s'est éloignée sous la pluie, disparaissant dans la grisaille de la rue. Je ne me suis pas sentie coupable. Je me suis sentie nettoyée. Comme une plaie qu'on a enfin fini de désinfecter. Ça pique, mais ça guérit. Je suis retournée à ma carte du XVIe siècle. C'était une carte d'un monde nouveau, plein de possibilités, de terres inconnues à explorer. C'était exactement là où j'en étais. J'avais perdu une famille qui ne m'avait jamais aimée, mais j'avais gagné une vie qui me ressemblait. Olympe a essayé de me recontacter un an plus tard pour me demander de l'argent. J'ai bloqué le numéro sans même écouter le message. Mon père m'envoie une carte postale à Noël. Je la lis, puis je la range dans une boîte. Je ne réponds pas. Le silence est ma réponse. Et le silence est devenu ma musique préférée. Aujourd'hui, je suis assise dans ce même grenier où on m'avait parqué comme un meuble encombrant. Mais ce n'est plus un débarras. C'est mon bureau principal, baigné de lumière, rempli de livres qui racontent des histoires de résilience et de beauté. Je n'ai pas besoin de porter un toast pour prouver ma valeur. Ma vie est mon toast. Voilà mon histoire. C'est une histoire brutale, je le sais. Beaucoup de gens me disent que j'ai été trop dure, qu'on ne ferme pas la porte à sa mère, peu importe ce qu'elle a fait. D'autres me disent que j'ai été trop gentille de ne pas avoir porté plainte plus tôt. Et vous? Que auriez-vous fait face à Hermine sous la pluie? Auriez-vous ouvert la grille? Mettez un j'aime si vous pensez que j'ai bien fait de protéger ma paix. Laissez un commentaire pour me dire comment vous gérez les personnes toxiques dans votre propre famille. Et surtout, partagez cette histoire. Peut-être qu'elle donnera le courage à quelqu'un d'autre de dire non et de reprendre le contrôle de sa vie. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre valeur ne dépend pas de la vie de ceux qui ne savent pas vous aimer. À bientôt.